Ici, la voix de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. On commence par les titres. Drame ferroviaire en République démocratique du Congo. Pas moins de 50 personnes ont trouvé la mort dans la province du Tanganyika après le déraillement d'un train de marchandises. Au Bénin, la bataille des autorités contre l'occupation illégale des espaces publics se poursuit. À Cotonou, la capitale économique, la démolition des habitations fait des mécontents. Ici aux États-Unis, la politique aura droit des cités ce soir à Houston, où les 10 principaux candidats à l'investiture du Parti démocrate pour la présidentielle s'affrontent pour un débat. Bonsoir. La mort a encore frappé en République démocratique du Congo. Une nouvelle catastrophe ferroviaire a fait entre 10 et 50 morts suite à un déraillement d'un train de marchandises. Le bilan n'a pas encore été fixé. Le drame s'est produit dans le sud-est du pays, dans le Tanganyika, aux environs de la localité de Mayabaridi. L'absence de moyens de transport suffisants est encore pointée du doigt. Le bilan provisoire officiel, qui inclut également de nombreux blessés, pourrait s'alourdir si l'on en croit certains témoins. Dans un tweet, le ministre des Affaires humanitaires Steve Mbikayi a annoncé la tenue d'une réunion pour des dispositions à prendre. Je vous propose d'ailleurs de le suivre. Non, alors par rapport, il y a eu le bilan, mais des services différentes sources dont des formations contradictoires. Tout à l'heure, je vais travailler avec le Premier ministre qui a plusieurs services pour avoir des précisions. Ce qui est vrai est que, et directement à 3 heures du matin, il y a eu mort d'homme, il y a des blessés. Alors, je ne peux plus continuer à avoir tous les chiffres en attendant que j'ai pu harmoniser et puis qu'on vérifie sous les wagons pour savoir s'il y a encore des corps. Certains médias de Kinshasa ont avancé une cinquantaine de morts. Est-ce que ça avoisinerait ou c'est plus que cela? Non, c'est l'information que j'ai reçue le matin de mes services, mais d'autres services donnent des informations, je ne concorde pas avec ça. Alors, je dois retrouver les recoupements avant de pouvoir donner une position définitive. Déjà, au niveau de la province, le gouverneur s'occupe des victimes. On va voir s'il a besoin de l'appui, d'autres appuis au niveau central ou pas. Mais en fait, c'est pas la première fois que ce genre d'accidents se fassent. Mais dans le monde entier, il y a ce genre d'accidents. Ce n'est pas seulement chez nous. C'était un entretien avec Eddie Isango. Au Bénin, les autorités poursuivent leur opération de démolition des habitations qu'elles qualifient d'anarchiques à Cotonou. Elles disent vouloir nettoyer la capitale économique en libérant des espaces publics illégalement occupés par les populations. À Oulagodi, l'un des plus anciens quartiers de Cotonou, plusieurs maisons ont été détruites et des centaines de personnes sont devenues sans abri. Yacouba Ouidraogo. Des chiens errant sur des tas de gravats, des habitants qui continuent de s'interroger, d'autres qui n'en reviennent toujours pas, c'est tout ce qui reste de Oulagodi, une semaine après le passage des bulldozers sur l'un des plus anciens quartiers de Cotonou. Cette opération de démolition des baraques des pêcheurs sur la plage a été décidée par le préfet et fait partie du projet de déguerpissement voulu par le président Patrice Talon. Une mesure que ne comprennent pas les désormais anciens habitants de Oulagodi. Nos ancêtres, les premiers occupants de la terre, que ce soit ici, en bordure de mer ou dans la brousse, ne l'ont pas acheté. Pourquoi quand il s'agit des peuples Ouloua qui vivent au bord de la mer, on dit qu'ils sont sur des domaines publics? Les déguerpis n'avaient pas de titre de propriété et ont assisté impuissants au spectacle de démolition de leurs logements. Selon eux, environ 120 foyers ont été touchés. Beaucoup ne savent plus où aller. Mes petits-enfants et moi dormons dans l'école d'à côté, mais les filles sont perdues et je voudrais que l'État nous trouve une solution. Une solution de relogement, jusque-là, pas encore à l'ordre du jour. Le gouvernement ne s'est pas encore manifesté. Nous ne savons pas si ces personnes qui ont été déguerpies vont être relogées ou nous ne savons pas comment ça va se passer.
En 2012, le gouvernement précédent avait déjà procédé à un déguerpissement à Oulakodji. Toutefois, les habitants sont revenus reconstruire et se réinstaller après le passage des bulldozers dans ce quartier vieux de plus de 100 ans, l'un des tout premiers de la capitale économique du Bénin. Autre actualité, au Burkina Faso, 18 personnes sont décédées entre le 1er et le 10 septembre, victimes d'une probable intoxication d'aliments contaminés aux pesticides. Cela s'est passé dans 2 régions du pays, précisément à Lapio et à Boutenga, selon ce qu'indique la ministre de la Santé, Léonie Claudine Lougué. Jeudi, en fin d'après-midi, une dizaine de patients restaient sous surveillance médicale sans que leur pronostic vital ne soit engagé, selon une source hospitalière. Toujours au Burkina Faso, 2 militaires tués, 5 autres blessés, ainsi que des dégâts matériels. C'est le bilan provisoire d'une double attaque survenue dans la nuit de mercredi à jeudi. Les unités visées sont notamment celles des détachements militaires de Baraboulé et Nassumbu, 2 localités de la province du Soum, dans la région du Sahel. C'est du moins ce qu'annonce l'état-major général des armées. Depuis dimanche, plus d'une trentaine de personnes, civiles et militaires, ont été tuées dans des attaques au nord du Burkina Faso. Insécurité toujours, cette fois au Nigeria, et c'est un haut gradé militaire sous couvert d'anonymat qui l'affirme. Les corps de 9 soldats nigérians ont été découverts et on est toujours sans nouvelles de 27 autres portés disparus après l'attaque d'un convoi militaire lundi dans le nord-est du pays, lors d'une embuscade revendiquée mardi par l'État islamique en Afrique de l'Ouest, une faction du groupe djihadiste Boko Haram. Selon cette source, des recherches sont en cours pour retrouver les soldats manquants. L'attaque contre le convoi a eu lieu sur la route entre Damasak et Goutumbali, dans l'État de Borno. Et le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest dit avoir fait des dizaines de morts et saisi 10 véhicules militaires, ainsi que des armes et des munitions. Pour sa part, l'armée nigériane annonce avoir détruit 2 véhicules des militants islamiques. Plus d'une centaine de Nigérians fuyant les attaques xénophobes en Afrique du Sud sont arrivés à l'aéroport de Lagos hier, mercredi 11 septembre. La compagnie aérienne nigériane privée Air Peace a quitté Johannesburg avec à son bord 178 évacués. Blanche Sano. Ils se sont précipités à l'aéroport de Johannesburg avec leur famille et le peu de bagages qu'ils ont pu récupérer. Je suis content quand même parce que je vais dans mon pays. Bien que je n'ai pas pu accomplir ma mission ici, je pars. C'est mieux de rentrer chez moi vivant que mort. Après un processus de vérification biométrique effectué par le service d'immigration du pays, un groupe de Nigérians a embarqué à bord du vol gratuit d'Air Peace à destination de Lagos. Nous avions tous peur. C'est comme s'ils passaient de maison en maison à la recherche de Nigérians. Dans l'actuelle Afrique du Sud, l'apartheid continue toujours, sauf que cette fois-ci, il ne s'agit pas de ségrégation des Blancs ou des Noirs, mais de l'oppression entre frères africains. Au total, 640 Nigérians vivant en Afrique du Sud se sont inscrits pour prendre les vols offerts par la compagnie aérienne. Rose Uzoma, citoyenne de la République démocratique du Congo, a embarqué dans l'avion avec ses 5 enfants, laissant derrière elle son mari nigérian. Même si je ne suis pas nigériane, je suis heureuse d'être ici à Lagos avec mes enfants, car ce que j'ai vu en Afrique du Sud était terrible. Ces 4 derniers jours, je ne pouvais pas dormir à cause de la peur d'être tuée ou attaquée, et que mes enfants soient tués ou brûlés vifs. Je suis vraiment soulagée d'être nigérien en ce moment. L'offre d'Air Peace de rapatrier les Nigérians a été approuvée par le gouvernement d'Abuja qui avait haussé le ton face à la dernière vague de violences xénophobes en Afrique du Sud. Le président Muhammadu Buhari se rendra en Afrique du Sud le mois prochain pour rencontrer son homologue Cyril Ramaphosa. Comment régler la question du mauvais usage des armes aux États-Unis? Eh bien, dans une lettre adressée aux élus du Sénat américain, les dirigeants de 145 entreprises ont réclamé ce jeudi l'adoption de lois introduisant une régulation plus stricte des armes à feu dans le pays.
Ces patrons réclament l'adoption de 2 mesures par le Congrès américain. L'une introduisant la vérification des antécédents des acheteurs pour toutes les ventes d'armes et l'autre permettant aux autorités de les confisquer aux personnes signalées comme dangereuses par leur entourage. Ne rien faire est simplement inacceptable, écrivent-ils, mentionnant au début de leur message les fusillades d'El Paso et de Dayton qui ont marqué l'été en causant la mort de respectivement 22 et 9 personnes. Les 10 principaux candidats à l'investiture du Parti démocrate pour la présidentielle de 2020 s'affronteront à Houston ce soir. Les sondages montrent que l'ancien vice-président Joe Biden a maintenu son avance et, comme le rapporte Mike O'Sullivan, les autres espèrent gagner du terrain alors qu'ils se dirigent vers les votes de préférence du parti et l'élection présidentielle de l'an prochain. Le récit est signé Arzuma Compaoré. Les débats précédents se sont étalés sur 2 nuits, y compris ce face-à-face de juin diffusé par NBC News. 10 candidats se partageront donc la scène en une seule nuit à la Texas Southern University, une université historiquement noire à Houston. Certains candidats ont abandonné. Les autres, qui ont fait mauvaise figure dans les sondages ou n'ont pas satisfait aux exigences plus strictes en matière de collecte de fonds, ont été exclus, notamment le sénateur du Colorado, Michael Bennet. Le favori, Joe Biden, quant à lui, affirme être en mesure de battre le président sortant Donald Trump. Il sera accompagné de 2 candidats de l'aile gauche du parti, les sénateurs Bernie Sanders du Vermont et Elizabeth Warren du Massachusetts. Kamala Harris de la Californie ainsi que les autres vont essayer de s'élever au-dessus de la clameur. Ceux qui ne font pas partie de ce que je considère le top 3 à l'heure actuelle, Biden, Sanders et Warren, vont se battre pour obtenir un peu plus d'air, c'est-à-dire se battre pour avoir la possibilité de collecter plus d'argent pour augmenter leur popularité. Toujours selon l'analyste Jeffrey, l'attaque acharnée de Harris sur Biden a fonctionné la dernière fois. Cette fois-ci, la démocrate de Californie pourrait mettre en avant son projet de réforme du système de justice pénale qu'elle juge injuste envers les minorités et les jeunes délinquants. Les soins de santé, la violence acharnée, l'immigration, autant de points sur lesquels les démocrates s'accordent en général, mais pas sur les détails, et qui seront probablement évoqués au cours du débat. De toute évidence, le président Donald Trump sera une cible. Avec le limogeage du conseiller à la sécurité nationale John Bolton, certains parleront peut-être de signes d'un gouvernement en désarroi. En outre, cette semaine marque le 18e anniversaire d'un attentat terroriste contre l'Amérique. Les candidats se demanderont qui peut inspirer confiance et qui peut gagner les élections. Et Trump fera sentir sa présence, ne serait-ce que via Twitter. Cette fois, Donald Trump est le 11e homme sur la scène du débat, encore une fois. Le processus politique poursuit son cours dans le pays et les Américains maintiennent leur regard tourné vers les élections de novembre 2020. En Grande-Bretagne, Boris Johnson a promis ce jeudi que le Royaume-Uni serait prêt en cas de Brexit sans accord, malgré la publication d'un dossier gouvernemental selon lequel un no deal pourrait provoquer des troubles et des pénuries de médicaments et nourriture. L'Irlande prépare de son côté un budget 2020 fondé sur l'hypothèse d'un no deal, a indiqué mercredi son ministre des Finances. Quant à Michel Barnier, négociateur de l'Union européenne, il a déclaré ce jeudi n'avoir aucune raison d'être optimiste sur les chances de parvenir à un accord avec Londres pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union. Et puis, on parle à présent de Bahamas. Une semaine après le passage de l'ouragan dévastateur d'Orion, les Bahamas sont confrontés à une marée noire qui complique davantage les efforts de reconstruction. Une catastrophe environnementale causée par les vents violents qui se sont abattus sur le dépôt pétrolier de la société norvégienne Equinor. Selon son porte-parole, une partie des toits en aluminium de 5 des 10 cuves de son terminal se sont envolés et 2 de ces cuves ont été transpercées, laissant s'échapper donc le pétrole. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, les titres de cette seconde partie de votre journal. Les chiffres alarmants du suicide, 800 000 personnes environ sont concernées par ces fléaux chaque année dans le monde. L'OMS rappelle que les moyens de prévention existent. Toujours en santé, les États-Unis vont interdire les cigarettes électroniques aromatisées. Le pays s'inquiète de l'augmentation des maladies respiratoires qu'elles causent et c'est Donald Trump lui-même qui en a fait l'annonce. Enfin en sport, Benjamin Moukandjo est de retour en France. L'international camerounais a signé à Lens. Nous sommes jeudi et qui dit jeudi à VOA LME dit santé et c'est avec Mouamadou Oumfa. Bonsoir Mouamadou. Bonsoir John. Aujourd'hui nous parlons de suicide, un phénomène qui reste très préoccupant puisqu'il fait plus de 800 000 morts chaque année et c'est ce que révèle l'OMS. Exactement John, on parle de 800 000 personnes qui se suicident par an, ce qui est l'équivalent d'un suicide toutes les 40 secondes et ce qui est effectivement préoccupant. D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé considérait en 2016 que le suicide était l'une des plus grandes causes de mortalité chez les jeunes de 15 à 29 ans. Alors 800 000, ce chiffre serait d'ailleurs sous-évalué puisque de nombreux pays ne disposent pas toujours de systèmes d'enregistrement des données d'état civil de qualité qui puissent être directement exploités pour estimer les taux de suicide. Mais aussi, John, il faut le dire, très peu de familles déclarent que le suicide est la cause du décès lorsque ces gens meurent, ce qui fait donc effectivement, lorsque l'on collecte les données de suicide, on ne sait pas peut-être exactement le nombre de personnes décédées. Alors, Mouamadou, est-ce qu'on connaît qui sont les personnes les plus exposées et puis les méthodes utilisées pour lutter contre, pour commettre, j'allais dire, les suicides? Les suicides, oui. On a une idée, John. Il faut dire que quelques réponses sont contenues dans le tout premier rapport mondial sur le suicide, ce rapport intitulé « Prévenir le suicide, un impératif mondial ». Alors, selon ce rapport publié en 2014 par l'OMS, il y a un lien établi entre le suicide et les troubles mentaux. En outre, de nombreux suicides ont lieu de manière impulsive dans des moments de crise face au stress, aux difficultés de la vie, tels que les problèmes financiers, une rupture, une maladie ou une douleur chronique. Et de plus, il y a les cas de conflit, les catastrophes, la violence, la maltraitance ou un deuil et un sentiment d'isolement qui sont fortement associés au comportement suicidaire. On pourrait y ajouter les groupes qui sont vulnérables parce qu'ils sont confrontés à diverses formes de discrimination. Alors, à propos des méthodes communément utilisées pour commettre ce suicide, le rapport de l'OMS parle principalement de la pendaison, l'usage des armes à feu, mais il y a également des cas de suicide dus à l'intoxication par les pesticides et par la consommation de certaines substances toxiques. Alors, Mouamadou, prochainement, vous nous parlerez peut-être des stratégies pour prévenir le suicide, mais on va parler de vapotage. Oui, vapoter. Vapotage, je vois que vous n'êtes pas un fumeur, parce que vapoter, c'est un terme que connaissent bien les fumeurs. Justement, on va en parler tout à l'heure, parce que le vapotage, qui, je le rappelle, consiste à fumer des cigarettes électroniques, les personnes adeptes de cette pratique, il y a donc une mauvaise nouvelle pour eux, pour elles, ces personnes-là, ici aux États-Unis. Le président américain Donald Trump a annoncé mercredi une action contre les cigarettes électroniques aromatisées, des cigarettes qui seraient à l'origine des problèmes respiratoires, de graves lésions aux poumons et même de plusieurs décès. Les détails dans ce reportage de notre collègue Zlatica Oke, un reportage que j'ai traduit pour vous. Le vapotage est de plus en plus populaire aux États-Unis et pour cause, vapoter est considéré comme une alternative plus saine au tabac. En outre, les arômes tels que la menthe, le bubblegum, la crème glacée ou les biscuits ont attiré les jeunes vers ces cigarettes électroniques. Seulement, fumer ces cigarettes est devenu un problème de santé publique. Après avoir utilisé ces cigarettes électroniques aromatisées, des adolescents de plusieurs États se sont retrouvés dans les hôpitaux avec des problèmes pulmonaires allant des difficultés respiratoires à de graves lésions pulmonaires. Le président Trump a donc annoncé mercredi que son administration se préparait à interdire ces cigarettes.
Le vapotage est devenu un business lucratif sur une très courte période. Mais nous ne pouvons pas permettre que les gens tombent malades et que nos jeunes soient autant affectés. Selon Alex Azar, secrétaire américain à la santé, environ 8 millions d'adultes et 5 millions de jeunes aux États-Unis utilisent des cigarettes électroniques, un sujet d'inquiétude. Toute une génération d'enfants risque de devenir dépendants à la nicotine en raison de l'attrait et de la disponibilité de ces produits. Le secrétaire américain à la santé a déclaré que l'interdiction de vente affecterait tous les arômes de cigarettes électroniques, à l'exception de l'arôme de tabac. D'ici au mois de mai 2020, les fabricants de produits de vapotage devront obtenir l'approbation de la Food and Drug Administration avant de les mettre sur le marché. Une décision qui rencontre l'adhésion de nombreux parents. Nous devons exiger l'interdiction de toutes ces cigarettes aromatisées, car c'est l'arôme qui attire les enfants. Ils ne veulent pas juste de la nicotine, mais ils veulent les saveurs, et ce sont ces saveurs qui sont clairement vendues aux enfants. La semaine dernière, le Michigan est devenu le premier État du pays à interdire ces cigarettes. Cependant, il est à craindre qu'elles ne soient vendues illégalement. C'est pourquoi les experts réclament plus de sensibilisation sur les dangers du vapotage, ainsi que des efforts concertés pour dissuader les potentiels fumeurs. Voilà, Mamadou, je viens d'apprendre un peu sur le vapotage. Merci et on se retrouve la semaine prochaine. Pas sûr que la cigarette soit une bonne chose pour le sport. On va donc retrouver Yacouba Ouedraogo. Yacouba, on commence par Benjamin Moukandjo. Bonsoir John et bonsoir à tous. Effectivement, Benjamin Moukandjo qui fait le chemin inverse. Le Camerounais fait son retour en France, libre de tout contrat après un passage en Chine. L'ancien capitaine de l'équipe du Cameroun s'est engagé en faveur de Lens en Ligue 1 après avoir laissé filer bien sûr deux éléments offensifs en toute fin de mercato. Le RC Lens a officialisé la venue de l'international camerounais de 30 ans qui sort de 2 saisons en Chine en 2017. Eh bien, Benjamin Moukandjo avait rejoint Jiangxi Sonning et avait été prêté la saison dernière au Beijing René. Les Sang et Or n'ont pas dévoilé la durée du bail du natif de Douala qui va évoluer dans son 8e club en France. Il est passé entre autres par Rennes, Monaco, Reims, Nancy ou encore Lorient. En basketball, 2e flop pour les Américains dominés par la Serbie au mondial. Choqués hier par la France en quart de finale, les États-Unis se sont inclinés pour la 2e fois dans cette Coupe du Monde, malmenés cette fois-ci en match de classement par la Serbie. 94-89, Team USA a subi la domination serbe dès le début de la partie, ne réagissant qu'en fin de match pour adoucir la sentence. Privée de podium, l'équipe serbe peut encore prétendre à la 5e place face aux vainqueurs de Pologne, République tchèque. Les Américains de Greg Popovich prendront, eux, le perdant pour la lutte pour la 7e place. On le sait, depuis hier, ce sont les Français qui ont brisé le rêve des doubles champions en titre américains. La France affronte l'Argentine en demi-finale demain et ne veut plus rien lâcher. Suivez. On est 12 joueurs qui ont faim. On recule devant personne et c'est vrai que j'étais dans l'émotion après le match, mais j'ai dit qu'on était des chiens de garde, quoi, parce que c'est vraiment notre mentalité sur ce tournoi-là. Et on veut vraiment bien faire en défense et surtout rester soudés. Nous parlons toujours de la balle au panier, mais cette fois-ci sur le continent. Direction le Maroc, où la National Basketball Association, la NBA, a noué un partenariat avec l'Office chrétien des phosphates dans le but d'élargir les programmes de la NBA Junior League au Maroc et au Rwanda. Dans le cadre des activités mises sur pied pour lancer cette initiative, un terrain de basketball a été inauguré cette semaine, un événement marqué par la présence d'une légende du basket, l'ancien joueur Ray Allen. Sabrina Hakim nous en dit plus. C'est à Khilga, cité minière considérée comme la plus importante zone de production de phosphate au monde, qu'a été inauguré ce terrain de basketball dans le cadre d'un partenariat entre la NBA et l'OCP. Des centaines de jeunes de la ville se sont retrouvés pour profiter d'un événement riche en activités. Performances de hip-hop, de musique traditionnelle, mais surtout de basketball. Pour l'occasion, une superstar du basketball, Ray Allen, a fait le déplacement, ravi de cette initiative et heureux de rencontrer les jeunes de la ville.
Il suffit de mettre en place le programme, à commencer par la NBA Afrique, avoir la ligue là où les enfants peuvent assister au basketball quotidiennement. Et je pense que vous allez avoir d'autres initiatives. Beaucoup d'entraîneurs des universités viennent en Afrique parce qu'ils savent que le continent regorge de talents, et ce, depuis plusieurs années. À travers ce partenariat, l'OCP renforce son programme Act for Community qui propose à ses employés de s'impliquer dans des projets de volontariat touchant à la communauté. Et aujourd'hui, donc, on est en train de lancer donc, un gros projet qui est une collaboration entre le NBA et OCP et qui va viser donc, à promouvoir la pratique du basket pour les jeunes de la région. Une initiative qui fait le bonheur des jeunes, ravis d'avoir un lieu pour se retrouver autour du sport. Ça m'a beaucoup plu d'être ici. Je ne pouvais jamais imaginer rencontrer des super joueurs de basketball. Les enfants de Kouribga vont pouvoir jouer et montrer leur talent. Ce partenariat s'étendra à différentes villes du Maroc, notamment Ben Rir, et également sur d'autres pays du continent. Au total, la NBA prévoit de toucher plus de 51 millions de jeunes cette année dans 75 pays par le biais de la Ligue. Voilà, le basketball donc qui s'étend sur le continent. On s'arrête ici pour l'espoir, on se retrouve demain. Merci Yacouba. Et à demain. À présent, parlons de surf. Le surf, un art polynésien ancien, mais il est devenu un engouement aux États-Unis et en Australie dans les années 1950. Et ces jours-ci, les humains ne sont pas les seuls à surfer. Un cours de surf est sur le point de commencer sur l'une des plages de San Diego dans l'est de la Californie. Les étudiants sont des chiens venus avec leurs propriétaires. Il faut bien les soutenir. Une fois les instructions données, il est temps de se rendre à l'eau. L'océan accueille les nouveaux surfeurs avec des vagues très douces, parfaites pour les débutants. Chaque classe coûte $25 et les instructeurs partagent deux passions, l'amour du surf et bien sûr l'amour du meilleur compagnon de l'homme. Et c'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, excellente soirée à toutes et à tous.